du jour au lendemain avec Didier Ribon qui publie La société comme verdict chez Fayard. Voici donc qu'il me faut y revenir. Je ne suis pas sûr, Didier Ribon, qu'il faille rappeler que vous êtes philosophe et sociologue, mais voilà, je l'ai fait, c'est trop tard. On dira surtout que vous avez écrit de nombreux ouvrages. Il y a toute une série sur les grands hommes. Je ne sais pas si vous les voyez comme ça. Je pense à Dumézil, je pense à Lévi-Strauss, je pense à Michel Foucault. Michel Foucault, oui, bien sûr, une biographie de Foucault qui date que j'ai publiée dans la première édition, apparue en 1989. Donc, je ne peux pas dire que c'est de l'histoire ancienne, puisque l'année dernière, j'ai publié une nouvelle édition sur laquelle j'ai travaillé quasiment un an. Donc, une nouvelle édition de poche, revue, retravaillée, augmentée. Et donc, c'est pas de l'histoire ancienne, mais malgré tout, c'est vrai que le registre de mon écriture a beaucoup changé, puisque à ce moment-là, je retraçais la vie de Foucault, et dans mes travaux les plus récents, je m'appuie beaucoup d'ailleurs sur Foucault, entre autres, pour retracer ma propre vie. Donc, ce sont des projets différents, encore que liés entre eux, puisque dans les deux cas, il s'agit de sonder les structures sociales, ce que Foucault aurait appelé la manière dont les corps et les esprits sont disciplinés par les structures historiques et sociales. Oui, des recherches qu'on peut dire politiques aussi. Ah oui. Ne serait-ce que ces réflexions sur la question gay, par exemple, que vous aviez publié il y a déjà pas mal d'années. C'est 10 ans après la biographie de Foucault, qui d'ailleurs était un peu dans la continuité de la biographie de Foucault, puisque dans ses réflexions sur la question gay, il y a également il y a une nouvelle biographie de Foucault. La troisième partie est une sorte de biographie de Foucault dans le rapport de son œuvre à la question de la sexualité, de l'histoire de la sexualité en France, comment l'évolution de son travail peut être lue, pas seulement, mais aussi à partir d'une interrogation sur son rapport à cette question gay, justement. Oui. Et donc, ça, c'était éminemment politique, puisque, et d'ailleurs, c'est pas moi qui invente que les questions sexuelles sont politiques. Le mouvement féministe, le mouvement homosexuel des années 60-70 l'avait dit avant moi, bien sûr. Mais on a vu tout récemment à quel point ces questions étaient non seulement très politique, mais comment elle pouvait même produire des mouvements d'une ampleur et d'une violence extrême, dès lors que des revendications pourtant toutes simples, qui sont même jugées par un certain nombre de gens comme très, très conformistes, normalisatrices, peuvent d'un seul coup déclencher une hystérie réactionnaire, des tombereaux d'immondices, d'injures. Et comme mon livre Réflexion sur la question gay commençait par cette
phrase « Au commencement, il y a l'injure », je me suis dit, au commencement, oui, mais ensuite aussi. Et le livre, il faut le rappeler, a été réédité en poche dans la collection Chant en 2012. Il y a donc pas si longtemps que ça. Il y a, en plein dans pendant c'était tout à fait un hasard, il devait sortir avant, mais comme toujours, j'avais du retard. Et il est sorti avec cette phrase toujours au début, au commencement, il y a l'injure, dans un moment où l'injure contre les minorités sexuelles et les déviants, entre guillemets, de la sexualité normative redoublait, et comment toute une partie de la société se mobilisait contre la possibilité pour un certain nombre de gens qui étaient privés de droits d'avoir accès à ces droits. D'autres titres récents qui peuvent faire débat, Échapper à la psychanalyse, que vous aviez publié en 2005, ou encore D'une révolution conservatrice et de ses effets sur la gauche française, qui date de 2007. Oui, c'était 2 livres qui sont parus en 2005 et 2007, en effet, et qui sont d'une certaine manière liés entre eux, dans la mesure où il s'agissait d'analyser les théories et les impensés conservateurs, que ce soit dans la théorie politique ou dans la théorie psychanalytique, et comment il fallait affronter ce conservatisme théorique si on voulait penser une logique de l'émancipation et de la liberté. Un autre livre que vous n'avez pas intitulé Indignez-vous, mais de la subversion, droit, normes et politique. Oui, ça, ce sont des conférences que j'ai données et qui sont liées justement à la... qu'est-ce que c'est que la subversion? C'est lié aux questions justement tous les débats sur les mouvements de revendication autour de la sexualité et autour de l'intégration dans le droit des minoritaires. Et beaucoup de gens disaient c'est renoncer à la subversion. Et on a bien vu, d'ailleurs, le titre de mon livre était prémonitoire, on a bien vu qu'il y avait des facultés et des potentialités subversives dans des mouvements qui demandent des choses qui pourraient paraître conformistes et intégratrices à la société, puisque ça défait des normes qui apparaissent à un certain nombre de gens comme les fondements mêmes de la société. Et ébranler ces normes, c'est-à-dire demander des droits, pouvait être beaucoup plus subversif que de dire qu'on se situe en dehors du droit. Donc, de la subversion, que la notion de subversion doit être toujours située historiquement. Subvertir ne veut rien dire si on ne dit pas ce qu'on subvertit, quand et pourquoi. Et je trouvais, l'histoire récente me donne raison, qu'il y avait une très très grande subversion, faculté de subversion dans la revendication du droit au mariage pour tous. Alors, le titre du livre qui paraît aujourd'hui chez Fayard, lui aussi peut faire débat, bien entendu. Vous n'avez pas l'habitude des titres consensuels, gentillets. Non, ce sont des titres toujours provocateurs. La société comme verdict. Et la petite phrase que j'ai lue pour ouvrir notre entretien, c'est « Voici donc qu'il me faut y revenir ». Y revenir où ? À Reims, on peut penser, puisque l'un des livres que vous avez publié précédemment chez Fayard, en 2009, réédité lui aussi en poche dans la collection Chant, et s'intitule, on s'en souvient, vous étiez venu en parler du jour au lendemain, « Retour à Reims ». En fait, voici donc qu'il me faut y revenir. Je joue sur l'ambiguïté du mot revenir. Ça veut dire il faut que je continue mon retour à Reims, qu'il faut que je revienne à nouveau à Reims, parce qu'un parcours de retour, un trajet de retour n'est jamais terminé. Mais en même temps, ça voulait dire il faut y revenir à ce livre et au travail d'explicitation, d'exhumation de mon passé et des structures sociales que je peux décrire, décrypter à partir de cette exhumation de mon passé.
Donc y revenir, ça voulait dire revenir à ce livre et retour à Reims et au Vous y étiez problème. déjà revenu d'ailleurs avec Retour à Reims. Oui, ça c'était un petit livre, c'était deux entretiens. Je regrette un peu d'avoir donné ce titre à ce petit recueil de 2 entretiens sur Retour à Reims parce que ça introduit une confusion. Le vrai retour sur Retour à Reims, c'est ce livre qui sort là, La société comme verdict. Et, et le point de départ, je pourrais dire, il y a 2 points de départ. Le premier serait que quand Retour à Reims est sorti en octobre 2009, ma famille, évidemment, ma mère, mes frères ont reçu ce livre enfin, ont refusé ce livre avec beaucoup de violence. Ma mère a tempêté, hurlé. Un de mes frères m'a envoyé un long message insultant. Ils ne se sont pas du tout reconnus dans ce que je racontais. Ils se sont sentis blessés par ce livre. Et par ailleurs, donc ceux dont je parlais directement, eux, et moi, et eux avec moi, euh, ils ne se sont pas reconnus dans ce livre. Mais ceux dont je parlais indirectement, c'est-à-dire en racontant cette histoire, je m'adressais à des lecteurs, je pensais que ça ferait écho chez des lecteurs à leur propre parcours, leur propre vie. Et j'ai commencé en effet très vite à recevoir des dizaines de lettres, puis des centaines de lettres. Et d'ailleurs, ce flot ne s'est jamais interrompu. J'en reçois encore aujourd'hui sur Retour à Reims, 3 ans et demi après la parution de ce livre, notamment parce que l'édition de poche lui a donné un nouveau public et encore plus considérable que la première édition. Il y avait donc ce décalage, et ces gens m'écrivent en général pour me dire c'est mon histoire que vous racontez, vous me permettez de comprendre ma vie, etc. Et j'étais frappé par le décalage entre le fait que ceux dont je parlais indirectement, à qui je m'adressais, pouvaient me dire c'est mon histoire, alors que ceux dont c'était l'histoire me disaient tu nous as trahis, on t'a parlé, tu racontes une histoire qui n'est pas la nôtre. Donc c'était un premier point de départ. Et le deuxième point de départ qui pourrait sembler très anecdotique, mais qui m'a semblé quelque chose de très personnel, mais en même temps comment le personnel permet, une anecdote personnelle permet de creuser, de faire ce que j'appelle une introspection sociologique, d'aller chercher en s'interrogeant soi-même, d'aller chercher au plus profond de soi-même le fonctionnement du monde social et des structures sociales inégalitaires, les classes sociales, etc. C'est quand l'éditrice de la collection Champ-Flammarion, l'édition de poche, m'a demandé une photo de moi pour mettre sur la couverture, de moi enfant ou adolescent, j'ai d'abord refusé, puis comme elle insistait beaucoup, j'ai cédé, je lui ai donné une photo où je dois avoir 12-13 ans, où je figurais avec mon père. Mais c'est la seule dont je supposais qui était possible pour une couverture. Mais j'ai découpé la photo soigneusement pour que mon père en soit effacé. On peut voir l'édition de poche, les auditeurs peuvent regarder sur Internet, on voit l'édition de poche, on me voit, mais seul. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai découpé cette photo, c'était que je ne voulais pas qu'on voie ce qu'était mon père, ce qu'avait été mon père. Et je me suis dit, on peut avoir écrit un livre, Retour à Reims, qui raconte qui était mon père, ou Manœuvre quand ouvrier, vraiment raconter mon enfance dans un milieu ouvrier très pauvre. Et pourtant ne pas avoir dépassé ce stade de la honte qui fait que ce que j'avais raconté, je ne pouvais pas le montrer par une image. Et qu'est-ce que c'est que cette violence de l'ordre social qui fait que même quand on s'explique avec, on reste dépendant de cette violence de l'ordre social qui a gravé en nous une sorte de honte. Et je ne voulais pas montrer cette image de mon père qui avait d'ailleurs une belle allure, mais une belle allure d'ouvrier. Et donc, mais cette honte, vous l'éprouvez encore aujourd'hui ? J'ai honte d'avoir honte, mais ça c'était, comment dire, il y a 2 ans, ou 3 ans peut-être, c'était en 2010, cette édition de poche. Donc je me dis, il y a 3 ans, je n'étais pas capable de montrer la photo de mon père. Aujourd'hui, je pourrais la montrer, mais il reste quand même qu'il est très 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 difficile. Annie Ernaux a dit ça très bien dans un de ses livres, je crois que c'est dans La Place, où elle dit quand on fait un retour vers son passé, quand on vient d'un milieu des classes populaires, comme on dirait aujourd'hui, ou classe ouvrière, comme on disait autrefois, et qu'on a accédé à un tout autre milieu,
on se sent totalement chez soi quand on revient dans sa famille. On sait où sont rangés les verres, on sait où les tasses à café, etc. On comprend le langage qu'on entend, mais à la fois on est totalement étranger. Or ça, ce double sentiment d'appartenance et d'extrême distance, on ne peut pas le dépasser. Et il y a forcément quelque chose qui, j'appelle ça la honte, mais je mets des guillemets à la honte parce que c'est un concept sur un affect très complexe, qui est un entrelac d'affects. Il y a des choses que je ne peux pas faire comprendre à des amis à moi qui sont nés dans des milieux, ça peut être des amis très très proches, mais qui sont nés dans des milieux bourgeois, aristocratiques, la bourgeoisie parisienne. Il y a des choses que je ne peux pas leur faire comprendre sur ce que c'est qu'avoir été élevé dans un milieu ouvrier. Et par exemple, comment le rapport à la culture, à la littérature, à la philosophie est quelque chose, a été pour moi de l'ordre d'une découverte merveilleuse. Et en même temps, j'ai bien conscience que ce rapport, il y a un chapitre dans La société comme verdict qui s'appelle, je crois, les ambivalences de la culture. C'est à la fois ce qui m'a permis de devenir ce que je suis, professeur d'université, écrivain, auteur, etc. Et en même temps, donc le vecteur de l'émancipation, cette culture légitime, les écrivains que j'admire, les philosophes que j'admire, les penseurs que j'admire. Et en même temps, je sais bien que c'est aussi un vecteur de désidentification, de mise à distance de ma famille. Et ma famille le vit comme ça. Vous pensez que vous êtes un peu un usurpateur ? Usurpateur, non, c'est pas le mot que je dirais, mais j'ai conscience qu'il y a dans l'admiration culturelle, dans la liturgie culturelle, j'aime aller à l'opéra, j'aime aller au festival d'Aix, écouter les œuvres de Dutilleux, etc. Je sais bien qu'il y a dans cette liturgie culturelle, dans ces lieux de la célébration culturelle, il y a aussi quelque chose qui s'appelle la mise à distance des classes populaires par la simple existence de ces lieux culturels, de ces faits culturels de haute culture. Alors, il ne s'agit pas évidemment de dire il ne faut plus lire de grands romanciers. J'admire Claude Simon, je sais bien que, ou Thomas Bernard, je sais bien que ce ne sont pas des romanciers qui sont lus dans la classe ouvrière, où on lit peu de romans, mais en tout cas pas ceux-là. Je ne vais pas y renoncer, mais je sais bien aussi que la fabrication de soi-même, comme quelqu'un qui lit Claude Simon et qui lit Claude Bernard, ou qui va écouter les œuvres le Loulou de Berg à l'opéra, ou Le Temps, l'horloge de Dutilleux au festival d'Aix, je sais très bien que cette fabrication de soi-même, cette invention de soi-même comme une personne cultivée est aussi ce qui assure la reproduction des classes sociales et la violence de la dépossession culturelle qui est sans doute un des facteurs les plus marquants de la structuration inégalitaire et hiérarchique des classes sociales dans toutes les sociétés contemporaines. C'est là qu'on retrouve Pierre Bourdieu. Bien sûr, et, oui. du reste, le livre se présente au départ comme une sorte de dialogue avec, d'une part, l'œuvre d'Annie Ernaux, que vous citiez tout à l'heure, et d'autre part, celle de Pierre Bourdieu. En fait, le livre a commencé... Annie Ernaux avait fait un compte-rendu très chaleureux de Retour à Reims et elle disait Retour à Reims, c'est une auto-analyse poussée à l'extrême. Et je me suis dit, c'est ce que j'ai voulu faire, une auto-analyse poussée à l'extrême, mais une fois que cette radicalité qu'on a voulu installer dans son propre livre est acquise, c'est-à-dire conquise avec beaucoup de difficultés, mais une fois qu'elle est publiée, c'est acquis, il faut essayer d'aller encore plus loin. Donc j'ai voulu aller plus loin en engageant un dialogue avec l'œuvre d'Annie Ernaux. Et il y a d'ailleurs dans le livre toute une partie de 3 chapitres qui s'appelle « En lisant Annie Ernaux ». Mais aussi évidemment un dialogue avec l'œuvre de Bourdieu, dialogue parfois critique, mais comment dire, Bourdieu est mon point de départ. Qui avait commencé dans Retour à Reims. Dans Retour à Reims, voilà. Bourdieu, outre le fait que c'était un ami très proche, et je restitue des discussions, ce ne sont pas des discussions critiques que j'entame après sa mort, ce sont des discussions critiques que nous avions aussi quand il était encore vivant. Donc j'engage ou je restitue ce dialogue avec son œuvre, qui pour moi est une des grandes œuvres
de pensée du XXe siècle dont l'actualité me semble particulièrement vivace. Et donc, un dialogue avec son œuvre qui m'amène parfois à critiquer un certain nombre de ses textes ou à me réapproprier ces textes en essayant de radicaliser sa démarche. Je cite une phrase de lui où il dit « Il faudrait pouvoir être Thomas Bernhardt pour dire tout ça ». Et je lui ai toujours dit d'ailleurs, mais puisque vous dites qu'il faudrait être Thomas Bernhardt, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Et moi, je dois dire que je me suis un peu donné ce projet. Je veux être le Thomas Bernhardt de la théorie, si vous voulez, celui qui s'affranchit de toutes les règles, la bienséance académique, la bienséance littéraire, et avec toutes les censures, les autocensures que ça implique, je ne veux respecter aucune règle et je veux dire les choses comme je crois qu'il faut les dire, c'est-à-dire dans leur brutalité, sans me préoccuper de ce que tel ou tel ou tel vont penser. Après, on peut critiquer ce que j'ai écrit, c'est ouvert forcément au dialogue, à la discussion, à la critique, et je suis prêt d'ailleurs je passe mon temps à ça, à aller dialoguer avec des publics dans des lieux différents les uns des autres, en France, en Europe, ailleurs. Mais comment dire, il y a, je crois, une nécessité quand je parle d'introspection sociologique, je veux vraiment aller au plus profond de moi-même, comme le fait Thomas Bernhardt, et en fouillant la singularité personnelle pour restituer toute la prégnance des structures sociales en chacun de nous. L'individu est produit par le monde social, et en restituant cette prégnance du monde social et des structures sociales en chacun de nous, voir comment le fait d'être fils d'ouvrier, d'être homosexuel, d'être etc., fait que ce que je suis est lié à un certain nombre d'histoires. L'histoire des classes, l'histoire des hiérarchies sexuelles, l'histoire du genre. Je suis un homme, mais être un homme gay n'est pas la même chose qu'être un homme hétérosexuel, etc. Et donc, essayer de composer la singularité, de montrer comment la singularité personnelle est composée par un emboîtement de structures sociales et de structures historiques. Alors, vous parliez d'introspection sociologique. À propos de vos écrits, et notamment de Retour à Reims, on a souvent cité comme modèle Esquisse pour une auto-analyse de Bourdieu. Or, pour vous, c'est plutôt le contre-modèle. Esquisse pour une auto-analyse, c'est à la fois le modèle, parce que c'est ce qui m'a donné l'idée d'un livre comme Retour à Reims. Mais justement, Bourdieu, ça n'était qu'une esquisse, et il est mort juste après avoir terminé cette esquisse. Il l'aurait sans doute développée par la suite. Donc je ne peux pas faire des reproches qui n'auraient pas de sens. Mais en tout cas, tel qu'il est, ce livre n'est qu'une esquisse, et il est très insatisfaisant. Et je trouve qu'il y a plus d'auto-analyse chez Bourdieu, mais ça, il ne le dit pas, si on lit la distinction ou la reproduction, puisqu'il s'agit de montrer la violence de l'ordre social en analysant le système scolaire, le fonctionnement du système scolaire qui a toujours et continue de fonctionner à l'élimination plus ou moins précoce, mais en tout cas systématique des enfants des classes populaires, ou le système du jugement de goût, qui est sans doute un des indices, et comme je le disais tout à l'heure, un des signes les plus frappants, les plus marquants et les plus porteurs d'effets sociaux du rapport à la culture, et notamment la culture légitime, avec notamment le langage et la maîtrise des biens symboliques et des biens culturels. Et donc, la distinction, pour moi, est un très, très, très grand livre, ou le livre de Bourdieu qui s'appelle « Les méditations pascaliennes » sont des très, très grands livres. Et je dirais que l'esquisse pour une auto-analyse est le lieu où il fait le moins son auto-analyse. Et même, il tombe parfois dans la psychologie, le psychologisme, que précisément j'essaie d'évacuer au maximum, parce qu'il me semble que c'est ce qui fait obstacle à l'auto-analyse. Si vous voulez, si on prend la littérature, je me réfère par exemple à la fin de mon livre à la romancière algérienne Assia Djebar. Et il y a une phrase d'elle que j'aime beaucoup dans son autobiographie, L'amour, la fantasia, où elle dit « Je suis née
en 1842, quand les troupes du colonel, alors j'ai oublié le nom, ont incendié le village de mes ancêtres. Et donc la date de naissance pour l'autobiographie de telle ou telle personne, c'est pas celle de l'état civil, c'est celle d'un moment géographique, historique, politique. Et si Assia Djebar dit « je suis né en 1842 », qu'est-ce que ça veut dire de dire « je suis né en 1842 » Et moi, je me suis posé la question, quand suis-je né pour une auto-analyse ou une autobiographie? Et je me découvre plusieurs points de naissance. Les lieux où je peux m'inventer une bibliothèque d'émancipation, des livres qui m'aident à me penser et à me sortir des contraintes qui pèsent sur moi, sont différentes. C'est Oscar Wilde, les livres qu'il a écrits, le procès, ce qui s'en est suivi, mais c'est aussi les grandes luttes ouvrières, c'est 1936, c'est 1968. Donc j'ai plusieurs moments de naissance. Et mon histoire, c'est personnelle, c'est la croisée. Je peux dire, je suis né en 1895 au moment du procès d'Oscar Wilde, ou je suis né en 1936 au moment des luttes du Front populaire. Donc j'ai plusieurs dates de naissance. Et comment faire coïncider les dates de naissance historiques qui expliquent ce que je suis, parce que ce sont des structures, d'où l'idée de société comme verdict, sont des structures sociales qui s'emparent de moi avant même que je sois né, elles sont là, et quand je nais, elles s'emparent de moi. C'est un verdict, ce sont des verdicts. Être fils d'ouvrier, c'est un destin social. Être quelqu'un qui va devenir gay, c'est un destin social. Comment ces destins sociaux, ces sentences qui sont des assignations à des identités, comment défaire ces assignations, comment faire appel de ces verdicts, voilà, c'est toutes ces questions que j'ai voulu poser. Et encore une fois, peut-être qu'il me faudra y revenir, parce que ça ouvre toutes les questions auxquelles j'essaie de répondre, ouvre sur d'autres questions. Comment déjouer, par exemple, les ruses du déterminisme? Comment déjouer les ruses du déterminisme? Elles ne sont pas faciles, parce que c'est une des choses qui a le plus déplu à mes frères, par exemple, quand, dans Retour à Reims, quand je dis qu'ils sont, puisque le système scolaire élimine les enfants des classes populaires, mes frères sont sortis du système scolaire avant de passer le bac. Et ma mère m'a dit, tes frères sont furieux parce que tu dis qu'ils n'ont pas passé le bac. Or, s'ils n'ont pas passé le bac, c'est pas parce qu'ils étaient bêtes, c'est parce que ça ne leur plaisait pas. Alors, je n'avais surtout pas dit que c'était parce qu'ils étaient bêtes. J'avais essayé d'analyser justement comment le système social et le système scolaire fonctionne, fait croire aux enfants des classes populaires qu'ils sortent du système scolaire par un effet de leur choix, alors que c'est une loi de nécessité implacable qui les élimine. Mais ça marche d'autant mieux qu'ils ne vivent pas ça comme une élimination, ils vivent ça comme un choix parce que ça ne leur plaît pas. Et pourquoi les enfants des classes populaires, ça ne leur plaît pas, tandis que les enfants de la bourgeoisie ne se posent même pas la question, ils font des études et les destins sont tracés. Alors, comment échapper à ces destins sociaux qui sont tracés, auxquels il est quasiment impossible d'échapper? Comment faire qu'on instaure un tout petit peu de jeu dans ces rouages de la violence sociale? Et bon, je n'ai pas de réponse, si ce n'est que je ne crois pas au grand chambardement, je crois à la possibilité de faire voir le monde social différemment, voir la violence pour essayer de lutter contre elle, d'y résister. La honte, cette belle phrase de Marx que je cite à la fin, la honte est déjà une révolution, puisque si on prend conscience d'une contrainte sociale contre laquelle on se révolte on n'ose pas se révolter, mais on a honte d'une situation, déjà il y a de la résistance qui entre là. Dans un autre ordre d'idée, l'un des grands chambardements que vous évoquez, justement, ça a été, dans les années 50, 60, 70, l'ouverture, disons, du crédit et de tout ce que ça a pu représenter pour ceux qui ont trouvé là le moyen d'acquérir ce qu'ils n'avaient pas, mais qu'ils pouvaient désirer. Et pour vous, c'est sans doute l'un des facteurs qui aura le plus contribué à désamorcer les luttes ouvrières. Bien sûr. Tout ça, c'est ancré dans une expérience personnelle, familiale. Mes parents étaient des gens très à gauche dans ma famille. C'était les gens qui faisaient grève, les grandes grèves ouvrières. Et puis j'ai vu comment
l'accès aux biens de consommation. Alors il y a tout le discours qui était celui de Marcuse, par exemple, qui parlait de l'embourgeoisement de la classe ouvrière, qui est un concept que moi-même je reprenais à l'époque, mais qui est absurde parce que c'est très facile quand on bénéficie de d'accès aux biens de consommation, de vouloir que les autres restent comme ils étaient. Il y a une sorte de facilité qui est un peu douteuse ici, de condamner des gens qui veulent avoir quelque chose. Mais dans la classe ouvrière, telle que je l'ai vue, prendre des crédits pour acheter une télévision, une voiture, etc. Et souvent, alors cette phrase que je cite, que j'entendais dans mon enfance, faire construire un pavillon sans doute de mauvaise qualité, dans des lotissements, etc. Mais c'était s'engager pour 25, 30 ans dans des processus de crédit. Et il est devenu impossible pour les gens qui faisaient grève de faire grève puisqu'il fallait rembourser les crédits. Et donc, le crédit et la politique du crédit, donc la politique des banques, l'État qu'est-ce que l'État si ce n'est les banques qui organisent une politique du crédit? Tout cela a désamorcé l'idée même d'un mouvement ouvrier organisé qui se pensait comme une classe qui pouvait résister à la violence de la société, des inégalités de classe et penser la lutte des classes. Tout ça a disparu, je crois, en grande partie, pas seulement, mais en partie à cause du crédit. Et on ne peut pas, par exemple, penser pourquoi un certain nombre de gens qui votaient à gauche votent à droite ou à l'extrême droite, ou qui votaient à gauche et qui votent systématiquement à l'extrême droite aujourd'hui, sans penser aux désillusions, aux désenchantements qu'ont entraîné ces phénomènes où des gens qui croyaient accéder à quelque chose s'aperçoivent qu'ils ont été floués parce qu'ils ne peuvent plus rembourser leur crédit, parce que les lieux où ils ont fait construire sont devenus des lieux de relégation sociale, géographique, etc. Et donc on ne peut pas, je crois, faire une analyse politique des phénomènes les plus actuels sans faire cette histoire un peu dans le long terme. Sinon, on psychologise ou on banalise les explications. Et on impute à des gens des processus et des phénomènes dont ceux qui les leur imputent sont en grande partie responsables. Il y a des gens qui ont installé ça. Et la relégation sociale, le fonctionnement du système scolaire, la relégation sociale, l'exclusion géographique, etc. Tous ces gens qui ont installé ça sont responsables de la situation actuelle. Et ils ne peuvent pas, je pense notamment aux partis de gauche, bien sûr, qui n'ont pas fait grand-chose contre ça, qui même ont favorisé ça sans penser à ce qu'ils faisaient. Et pourtant, ce n'est pas faute que des sociologues ou des syndicalistes leur fassent voir les questions. La société comme verdict, le livre de Didier Héribon, est publié chez Fayard.